Soyez les bienvenus sur cette table ronde du Forum cybersécurité du LEC Genève. J'ai le plaisir de recevoir pour cette table ronde tout d'abord Madame Perrin-Jacquet, qui est la présidente du CLUSIS. Je reçois également Monsieur Diez, directeur contrôle et sécurité à la FER Genève, et Monsieur Jacquier, qui est le doyen de l'ILCE, qui est donc l'Institut de lutte contre la criminalité économique. Je ne me suis pas trompé, parfait. Donc, je vous souhaite à tous une bonne table ronde. Je vais passer la parole à Madame Perrin-Jacquet, l'animatrice et l'organisatrice de cette table ronde. Et en fin de séance, tout le monde pourra répondre aux questions du public. Donc, pour répondre aux questions du public, vous avez un box questions sur la partie droite de votre écran. Il vous suffit de les envoyer à l'écrit et une sélection des questions les plus pertinentes sera faite en fin de séance. Je vous souhaite à tous une bonne séance. Pour ma part, je disparais et je vous souhaite une très bonne table ronde. Merci beaucoup, Monsieur Bazin, encore. Merci de nous avoir invités, de donner la possibilité au CLUSIS d'être présent dans un événement virtuel. C'est un plaisir et un honneur pour nous. Et ce qui est aussi un plaisir, un honneur pour le CLUSIS, c'est d'avoir deux conférenciers de qualité qui vont effectivement échanger, débattre sur le thème des cyberattaques. Comme chacun a pu le constater durant cette période de pandémie, énormément de PME, d'entreprises, de ministères, voire même d'hôpitaux ont été attaqués durant toute cette période. Et cela génère bien entendu non seulement un certain nombre de questions et d'interrogations, mais surtout que peut-on faire pour, soit en amont, soit en aval, trouver des solutions pour inciter et vous inciter, vous responsables de PME, à mettre en place des procédures qui doivent vous éviter de devoir à la fin, devoir payer des montants absolument énormes, voire voir votre société disparaître dû à des attaques importantes pour un certain nombre d'entre vous. Pour ce faire, je propose qu'on démarre directement la table ronde. Monsieur Diez, si je vous pose la question, quel constat faites-vous aujourd'hui de la situation des PME puisque vous êtes directeur contrôle et sécurité de la FER Genève qui regroupe un nombre important d'entreprises en Suisse romande? Oui, bonjour, mesdames, messieurs, madame Perrin-Jacquet, monsieur Jacquier. Voilà, je me permets déjà de commencer par répondre à cette question qui n'a pas vraiment de réponse absolue. Je pense que monsieur Jacquier sera d'accord avec moi de dire que tout dépend. C'est une réponse d'avocat, mais en fait, c'est une réalité. La FER Genève représente aujourd'hui environ 28 000 entreprises de toutes tailles, y compris des toutes petites PME, donc des 5 à 10 collaborateurs, mais aussi des grosses structures. La FER Genève elle-même se situe dans la fourchette des 400 à 500 collaborateurs, donc on peut dire que c'est une grosse PME. Et je répondrai par rapport aux retours qui me sont faits des entreprises membres de la FER Genève, mais aussi par rapport à mon expérience en tant que responsable de la sécurité à la FER Genève. Premier constat, effectivement, c'est en augmentation. Les problèmes de sécurité arrivent avec la pandémie à dépasser le stade que nous connaissions avant le mois de mars 2020. Ça, c'est une première constatation. Les attaques sont à peu près les mêmes, même si elles deviennent de plus en plus sophistiquées. C'est à se demander aujourd'hui comment faire pour se protéger de tout ça. Et puis, il n'y a pas une réponse unique. C'est un ensemble d'actions et de sensibilisation qu'il faut mettre en œuvre. Mais moi, je pense que, justement, j'envoie la balle à M. Jacquier pour qu'il puisse prendre un rebond et puisse alimenter aussi le débat. Oui, Monsieur Jacquier, vous êtes non seulement doyen de l'Institut de lutte de criminalité économique, mais en plus, vous êtes également chef d'entreprise. Alors, vous avez cette double casquette, je dirais, pour pouvoir porter un regard pointu sur cette situation. Effectivement, qu'en pensez-vous? Tout d'abord, merci beaucoup, Mme Perrin-Jacquet, pour cette opportunité de pouvoir participer à cette rencontre et de pouvoir échanger avec vous tous. Merci aussi à M. Diez pour ses propos, effectivement, et son premier tableau de la situation. Alors, il est vrai que j'ai une double casquette, d'une part au sein de l'Institut que je dirige, puisque notre Institut a une vocation avant tout, on dirait dans un premier temps, de formation, et on y reviendra sur des aspects qui sont liés à la prévention,
mais aussi dans le domaine de la recherche en lien avec les phénomènes liés à la criminalité économique. Et Dieu sait que le véhicule cyber fait partie de ces accélérateurs de criminalité économique dont on se doit de parler aujourd'hui. Mais ensuite, j'ai aussi une autre casquette qui est celle d'un chef d'une PME, une entreprise d'une vingtaine de personnes qui est confrontée d'une part dans son activité au quotidien à cette problématique, mais qui, en tant que prestataire de services pour d'autres PME, a aussi un rôle en termes de sensibilisation, de prévention et aussi de mise en place de mesures techniques. Alors, il est vrai que quand on parle des entreprises en Suisse, on a une vision un petit peu floue de cet ensemble qu'elles représentent. Je rappellerai en introduction que les PME, c'est quand même plus de 95% de notre tissu économique. Et dans ces PME, il y a une sacrée quantité de micro-entreprises. Vous le disiez, M. Diez, tout à l'heure en introduction, des petites structures jusqu'à 10 personnes. Et je pense que quand on s'intéresse à cette problématique, il ne faut pas négliger ces petites entreprises qui, bien souvent, sortent des statistiques. On ne les voit pas dans les audits, dans les études des grands cabinets d'audit, des grandes fiduciaires, parce que c'est une masse qui est difficile à appréhender. Et pourtant, elles sont, elles aussi, susceptibles d'être victimes de ces phénomènes. Alors, on a des chiffres gris, des chiffres plus ou moins officiels qui nous disent que 80% des entreprises auraient été touchées par des cyberattaques dans le courant des 2 dernières années, etc. etc. Ces chiffres, à mon avis, ne veulent pas dire grand-chose. Ils donnent cependant une indication, c'est que c'est un phénomène qui va en croissant. Comme le mentionnait M. Diez tout à l'heure, on a une augmentation de ces phénomènes. Je suis pour ma part pas complètement persuadé du fait que ça soit lié à la crise sanitaire que nous avons vécue. La crise du Covid joue un rôle d'accélérateur, c'est certain. Pourquoi? Parce que pour bon nombre d'activités, on est passé au numérique, faute de pouvoir continuer à échanger dans le monde réel. Mais d'un autre côté, la fameuse digitalisation dont on parlait avant, elle était déjà en cours. Et en fin de compte, si ça touche de plus en plus d'entreprises, c'est parce que de plus en plus d'activités qui sont liées, que ce soit au domaine industriel ou au domaine des services, voire même au domaine de l'activité primaire, est soutenue par de l'informatique, par du numérique. Donc, c'est probablement ça qui est sous-jacent. Et puis, en fin de compte, le Covid, finalement, c'est un excellent moyen de développer de nouvelles attaques en matière d'ingénierie sociale. Comment faire pour que vous ouvriez ce fameux mail? Comment faire? Eh bien, je vais me faire passer pour l'OFSP, je vais me faire passer pour quelqu'un qui peut vous aider dans cette situation difficile. Et c'est bien souvent à ces fins-là que sont utilisées ces situations, qu'il s'agisse d'une crise mondiale, qu'il s'agisse d'un événement sportif majeur, d'un événement politique ou autre. Donc, effectivement, il y a une multitude, je pense, d'entreprises qui sont susceptibles d'être touchées ou qui sont touchées. La réalité, franchement, elle est extrêmement difficile à cerner. Savoir vous dire combien d'entreprises sont effectivement touchées, je pense que c'est juste une vue de l'esprit de le faire. Est-ce que le télétravail a pu favoriser les cyberattaques? Alors, il est probable que du fait justement qu'on a dû passer aux véhicules cyber, on a dû utiliser ces différents outils, il est probable que ça a pu jouer un rôle, tout simplement parce que les employés travaillent pas nécessairement dans les infrastructures de l'entreprise et on sait qu'au moment de la crise sanitaire, bon nombre d'entreprises ont été tout simplement dépassées par la situation. Elles n'avaient tout simplement pas les moyens de mettre en place les infrastructures pour leurs employés. Et donc, on a eu recours, ou les employés ont aussi eu recours à l'utilisation typiquement de leurs ordinateurs privés, de leurs appareils personnels, de leurs fameux smartphones, voilà. Et tous ces équipements, ces objets connectés qui sont venus dans la nébuleuse de l'entreprise sont de potentielles portes d'entrée pour ce genre d'attaque. Maintenant, je ne sais pas si M. Diez a pu constater quelque chose par rapport à ce passage au télétravail en particulier, mais je pense qu'on est effectivement dans une situation où, avec cette accélération, eh bien forcément, on a ouvert une porte de plus, une multitude de portes en plus.
Alors, on a effectivement, merci de me renvoyer la balle. Mais en fait, c'est tout à fait ça. On avait fait une séance de calibration ce matin pour voir la manière dont on allait aborder ces sujets. Et puis, on était déjà d'accord sur la manière de percevoir la situation. C'est exactement ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je rajouterais, en confirmant que le nombre de sociétés qui se sont lancées dans le télétravail sans avoir la capacité de le mettre en œuvre convenablement, a explosé, de toute évidence. Nous en premier, puisque nous sommes passés de 0 personnes en télétravail à 300 personnes en télétravail en 48 heures. Maintenant, on n'est pas représentatif, évidemment, de tout le tissu. Nous sommes 450 collaborateurs environ, alors qu'il y a des petites sociétés, des toutes petites PME, à 5 ou 10 collaborateurs, et ils ont fait avec les moyens des bords, en utilisant soit le téléphone, soit la tablette, mais alors, c'est absolument pas ergonomique. L'idéal, si on parle de télétravail, c'est d'avoir un environnement qui s'approche ou qui ressemble à celui que l'on a à la maison, au bureau à la maison, tout en mettant en place la sécurité qui va avec. Maintenant, faisant le bilan de la sécurité qui va avec, et puis je vais reprendre juste au milieu de la discussion de monsieur Jacquier, et il parlait des mails, de ces mails, maudits mails que les collaborateurs vont ouvrir. Eh bien, c'est tout à fait ça. On en rigole, mais je pense que s'il fallait garder quelque chose de ces 45 minutes que nous allons passer ensemble, c'est qu'il faut vous méfier de tous les mails que vous recevez. C'est encore ce matin, nous avions cette discussion avec des responsables de la sécurité aussi à l'affaire Genève. Nous avons régulièrement ces cas. Vous avez des personnes qui se font pirater, mais qui font partie des personnes en contact qui travaillent avec nous quotidiennement. Donc, ils se font pirater et puis, en toute confiance, les collaborateurs ouvrent, mais ça ne se passe pas seulement chez nous, ça se passe partout dans toutes les PME. Les pirates profitent de cette confiance que l'on a sur une personne qui a été piratée pour renvoyer des mails infectés cette fois. Et alors, la victime ne se doute pas un instant que c'est un malware et puis ils ouvrent, mais sans se poser des questions. Alors, du coup, tout le discours qu'on aurait pu mettre en place pour dire attention, vous n'ouvrez pas un mail d'une personne que vous ne connaissez pas, la pièce jointe est un fichier zip, parce que alors, ça, c'est le coup classique. Un fichier zip passe à travers les filtres, mais quand vous l'ouvrez, il contient effectivement une menace à l'intérieur. Et ces choses-là, pour ne citer que ces 2 points-là, tombent du moment où il y a la confiance qui est établie. Donc, il faut garder à l'esprit que tout mail reçu, y compris même d'une personne qui travaille quotidiennement en relation avec vous, pourrait être, à un moment donné, contenir un malware. Donc, si je comprends bien, par défaut, je me méfie. Eh bien oui, malheureusement. On va faire des paranoïas. mais nous le sommes déjà, donc on aime bien partager. C'est vrai qu'il faut être… Non, mais moi, j'enregistre, donc c'est bien cela. Par défaut, je me méfie. Oui, absolument. C'est vrai qu'il faut être vigilant. Il faut être extrêmement vigilant de nos jours. Je dirais a priori, outre se méfier, vraiment être attentif. Et puis, il y a un élément, il y a des fois des indices qui vous laissent percevoir qu'il y a peut-être quelque chose. Typiquement, lorsque vous recevez un mail urgent. Eh bien, un message urgent, ça demande tout d'abord le temps de s'asseoir, de le lire tranquillement, de réfléchir. Et parce que bien évidemment, souvent, l'urgence est un moyen de provoquer une action qui ne sera pas réfléchie. Alors pourquoi est-ce qu'on parle ici de ces emails alors que le sujet de cette table ronde, c'est le ransomware en fait. Il faut bien comprendre que l'email, c'est souvent le point d'entrée, pas nécessairement pour ce fameux ransomware dont on veut parler, mais c'est le point d'entrée, c'est une porte que les cybercriminels vont ouvrir sur un ordinateur. Par ce biais, c'est une porte qu'ils ouvrent dans une entreprise. Et méfiez-vous, les cybercriminels, toute l'économie cybercriminelle qui s'est développée ces dernières années s'est grandement professionnalisée. Elle s'est spécialisée. Les gens qui font en sorte de pouvoir ouvrir ces fameuses portes en vous envoyant par exemple des mails qu'on appelle de phishing, pour tenter finalement
vous attraper et de pouvoir ouvrir une porte sur votre entreprise, c'est, on va dire, ces entreprises criminelles, je ne sais pas comment les nommer autrement, ou ces réseaux criminels, développent une compétence spécifique. On a souvent en arrière-plan ce qu'on appelle des botnets, hein, des réseaux de robots qui sont organisés et qui n'ont pour autre mission que d'ouvrir ce genre de porte, de créer un maillage international. Et ce maillage, il passe par les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Ne croyez pas que les grandes entreprises sont à l'abri. Elles sont également des cibles. Et ce qu'il y a de particulièrement pernicieux avec ça, c'est qu'une entreprise ou un ordinateur qui se ferait toucher par un tel phénomène ne le sait pas nécessairement. Ce n'est pas parce que votre ordinateur est infecté que vous le voyez. D'accord ? Parce qu'après cette première infection, hein, nos amis français parlent souvent de la primo-infection, après cette première infection, il y a d'autres prestataires qui vont venir derrière. Je vous ai parlé de cette économie qui se structure. Et on a des gens dont, par exemple, le ransomware est le business. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils achètent ces adresses, ils achètent ces liens, et ensuite, ils vont aller fouiller pour voir quels sont les nœuds, quels sont les ordinateurs qui pourraient être intéressants. Évidemment, quelles sont les entreprises. Et il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a quelques années, on avait du saupoudrage avec des mails de masse qui étaient envoyés à une multitude de personnes, et en particulier aux personnes individuelles ou aux particuliers, de plus en plus, ces attaques sont ciblées. Elles sont ciblées parce qu'on a identifié des points faibles dans des entreprises qui, en plus, ont du cash et à qui on va pouvoir faire payer des rançons qui vont se chiffrer en dizaines, en centaines, voire en millions de francs. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, c'est extrêmement professionnalisé. On a affaire à des gens qui ont aussi profité de la numérisation pour développer des compétences. Et juste pour terminer sur cette idée, ceux qui vous vendent, ceux qui vont vous attaquer avec ces ransomware ne sont pas nécessairement ceux qui ont conçu les ransomware. Pour donner une idée de cette chaîne cybercriminelle, on a d'autres entreprises criminelles qui, elles, développent ces fameux ransomware. Puis après, on a encore ceux qui vont blanchir l'argent, etc., etc. Donc, on a tout un réseau qui est tellement bien fait, tellement bien conçu derrière, qu'on se doit, en tant qu'individu responsable d'une entreprise ou simple employé d'une entreprise, d'être extrêmement attentif. Il faut bien comprendre que la plupart de ces attaques, elles débutent souvent par le fait d'induire une personne en erreur. Ce qu'on appelle cette fameuse ingénierie sociale, on induit une personne en erreur en lui faisant faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, ou justement en la poussant à ne pas faire quelque chose qu'elle aurait dû faire. Mais c'est souvent le principe de départ et c'est fréquemment ce genre d'email, tel que M. Diez le décrivait tout à l'heure, qui est le point d'entrée finalement pour démarrer cette fameuse attaque qui va se dérouler à un moment ou à un autre. Alors finalement, par rapport à tout ce que vous indiquez, est-ce que les chefs d'entreprise, les managers sont suffisamment sensibles à ce qu'ils risquent et est-ce que les conseils d'administration le sont également? Alors, je pense vous touchez un point qui est extrêmement sensible, c'est la haute direction des entreprises. Et disons que la compétence en matière cyber devrait faire partie des compétences que l'on retrouve au sein d'un conseil d'administration. Non pas au niveau technique, mais au niveau de la responsabilité. La stratégie. Alors, voilà. Alors, à savoir si, au niveau de la haute direction, la question cyber est systématiquement adressée, je ne me prononcerai pas. Mais disons que c'est la première étape essentielle, parce que si les chefs sont conscients de la problématique, alors il y a des chances que ça se traduise à un moment donné dans l'opérationnel. Par contre, si ça n'est pas fait à ce niveau-là, votre responsable sécurité de l'information dans l'entreprise, il peut bien pleurer et demander des moyens, il ne les obtiendra jamais. Ça, c'est une évidence. Ça commence à ce niveau-là. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un vœu pieux, finalement, c'est une responsabilité de la haute direction. Elle est censée répondre de cette thématique également. Donc, les membres d'un conseil d'administration sont également responsables de cet aspect-là. À l'affaire Genève, vous avez été approché soit par des membres de conseil d'administration, soit par des managers pour demander des propositions ou des solutions? Oui, alors il y a plein de choses à dire pour compléter ce qui a été les propos de M. Jacquier, mais je vais déjà commencer par répondre à la question. Oui, absolument. Nous imaginons, même à l'affaire Genève, de proposer des solutions, en tout cas des bilans de niveau de sécurité chez les entreprises, oui, les PME.
Parce que, M. Jacquier le disait tout à l'heure, les grosses structures ont déjà des systèmes, des protections, y compris d'audit, hein, pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Les PME, c'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, je le vois régulièrement quand on donne des séminaires aux responsables et dirigeants d'entreprise, on s'aperçoit qu'il n'y a pas cette sensibilité. Jusque-là, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un problème. Et pourtant, je me rappelle, et puis ça c'est juste une anecdote qui est intéressante. L'année dernière, j'ai donné un séminaire concernant donc, la sécurité, cybersécurité pour des dirigeants d'entreprise. Et au milieu du discours, 1h30 après avoir commencé, la personne commence à s'agiter sur sa chaise et puis elle me dit « mais bon, ça suffit, il faut que j'appelle mon informaticien, je commence à m'inquiéter sérieusement. » Voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est que, et de toute évidence, on va arriver parce qu'on a bien dépeint le diable sur la muraille maintenant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de régler cette problématique très complexe? Et d'abord la sensibilisation, mais pas seulement du collaborateur qui va éventuellement cliquer sur le mail fastidieux, mais des dirigeants. Parce que si les dirigeants ne sont pas convaincus que c'est la bonne démarche, qu'ils ne débloquent pas des moyens financiers pour le faire, le responsable de la sécurité ou éventuellement une société externe qui va travailler avec la PME pour mettre en place le mécanisme n'arrivera jamais. Donc, la sensibilisation, elle ne va pas seulement dans le sens des collaborateurs, elle va sur l'ensemble des personnes participant au même groupe, même entreprise, même entité. Effectivement. Alors, comment le faire? Après, c'est peut-être à la suite de la discussion. Je crois que c'est un élément important. Toute la chaîne dans l'entreprise doit être sensibilisée. Maintenant, il faut aussi bien voir qu'on parlait tout à l'heure des entreprises en Suisse. La grande masse des petites entreprises, voire des toutes petites entreprises, elles n'ont tout simplement pas une structure qui est mise en place qui leur permet, on va dire, de gérer ça, d'adresser ça à l'interne de manière professionnelle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont démunies face à cette situation. Et je pense qu'un autre message qu'on peut véhiculer aujourd'hui, c'est d'indiquer aux entreprises que aux PME en particulier, qu'elles ont des moyens d'action à leur échelle, à leur niveau, pour se prémunir tant que possible. Mais se prémunir contre ce genre de phénomène, ça ne veut pas dire les éviter à tout prix, parce que si même des grands n'arrivent pas à les éviter, alors comment est-ce que les petits pourraient faire? Il faut simplement comprendre que les dangers qui sont liés à l'utilisation de l'Internet aujourd'hui sont des dangers qui sont inhérents à ce type de communication et non pas à la structure de l'entreprise qui les utilise. La structure de l'entreprise qui les utilise peut être variable. Il y a des toutes petites structures, il y a des entreprises qui sont très organisées, qui ont mis des rôles en place, etc. Mais simplement, elles sont utilisatrices à un moment ou à un autre. Il faut bien avoir cette idée en tête que finalement, le simple fait d'utiliser l'Internet ouvre un certain nombre de potentiels. C'est un petit peu comme si vous preniez la route. Vous pouvez avoir fait votre permis de conduire, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un accident à un moment donné. Sur l'Internet, c'est la même chose, à la différence près qu'on n'a pas de permis pour apprendre à utiliser l'Internet. Mais disons, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la PME? C'est être prête, d'une part, à faire tout ce qu'elle peut en amont pour éviter ce genre de problème, comme le mentionnait M. Diaz tout à l'heure. Et puis, en aval, je dirais, de réagir de manière adéquate, parce qu'à la fin, pour l'entreprise, c'est ces opérations, ces activités quotidiennes qui vont être pénalisées, voire complètement bloquées. Souvenez-vous c'était quoi, l'an dernier, ou il y a 2 ans, Mayer-Tobler, la société suisse, qui s'est trouvée paralysée du jour au lendemain suite à un phénomène de ce type. Et c'est toutes les opérations qui ont été interrompues. Alors là, on parle d'une relativement grosse entreprise déjà, mais ça arrive exactement de la même manière dans une PME. Vous n'avez plus de fournisseurs, vous n'avez plus de créanciers, vous n'avez plus de débiteurs, vous n'avez plus de clients, vous n'avez plus de livraison, vous n'avez même plus de communication, pour le cas de cette entreprise, ni de site Internet. Ça devient difficile de faire des affaires dans ce domaine. Donc, d'une part, en amont, en termes de prévention, mesures techniques adéquates mais adaptées à l'entreprise, en termes de sensibilisation, et là on en a bien parlé, à tous les échelons de l'entreprise, mais aussi
savoir que faire. Qu'est-ce que je fais dans l'entreprise? Est-ce que mes employés savent ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire si tout d'un coup, ils remarquent quelque chose d'anormal sur leur propre poste de travail, par exemple? Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire, quelle que soit la dimension de l'entreprise. Alors, il y a qu'est-ce que je fais, mais aussi qu'est-ce que je ne fais pas sur mon poste de travail. Parce que pour avoir été témoin de rencontres avec un certain nombre de chefs d'entreprise, ils arrivent avec leur laptop, ils ont tout sur laptop. Ils ont le bilan, ils ont les projets, ils ont les photos de vacances, ils ont encore les derniers mails qu'ils ont envoyés à Pierre, Paul, Jacques et Jean. Enfin bref, il y a une espèce de tutti-frutti. C'est vrai que quand même le chef d'entreprise fonctionne comme ça, je veux dire, il est difficile après d'imposer un guideline à ses collaboratrices ou collaborateurs parce que lui-même, il ne met pas en application déjà, je dirais, le minimum vital pour sauver son entreprise. Donc, toute la difficulté, elle est aussi là. Alors, j'entends bien en amont, en aval, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de guideline qui devrait être proposée de manière très intransigeante aux chefs d'entreprise? Ce n'est pas forcément dans l'air du temps, mais qui obligerait comme ça les gens à mettre en place des garde-fous. Alors, je me permets de reprendre la balle au bon, cette fois à nouveau. Et M. Jacquier a commencé à le dire, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Et ben oui, il y a des mécanismes, il y a des processus, il y a des choses à étudier et à mettre en place avant que la situation se dégrade. Parce que si la situation se dégrade et qu'on ne peut plus utiliser le matériel, ni on n'a plus de clients, on n'a plus accès aux bases de données et qu'il faut tout effacer parce que c'est le seul moyen de repartir et réinstaller tout, ça veut dire qu'il faut partir des sauvegardes. Mais la question, il faut la poser. Les entreprises ont mis en place un processus de sauvegarde qui, ce n'est pas seulement la sauvegarde sur un disque connecté à l'ordinateur du directeur ou responsable, un processus de sauvegarde qui permet de faire une sauvegarde locale, puis ensuite une sauvegarde à l'extérieur, complètement déconnectée. M. Jacquier l'a dit tout à l'heure, c'est très important ça, parce que seulement une sauvegarde déconnectée ne sera pas infectée ou touchée par le malware. Donc, tout ça, on le sait, les sociétés, les PME à très peu de frais peuvent se faire aider par des sociétés donc, qui ont pignon sur roue localement et qui peuvent leur dire quel est le processus. Mais grosso modo, c'est de mettre en place un mécanisme de sauvegarde, le tester, parce qu'il il faut vérifier qu'il fonctionne régulièrement. Et même, je serais tenté de dire, se mettre aussi dans la peau de la situation. Faisons une situation, un exemple, un test. On se met dans la situation dans laquelle les ordinateurs ont été piratés et puis ont tous un ransomware, même si c'est virtuel, hein, c'est juste hypothétique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit réagir? Tout ça permet de se préparer à la situation dans laquelle il va falloir réagir et au plus vite. Parce qu'un réseau de 400 postes, si on doit tout réinstaller, y compris les serveurs contenant les bases de données, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des semaines de travail. Donc, pendant des semaines, personne ne travaille. Donc, au plus vite on pourra partir, mieux c'est pour l'entreprise. Alors, pour une PME, évidemment, ça ira plus vite. Mais une PME de 10 collaborateurs, 10 ordinateurs, plus une structure qui contient toutes les informations de l'entreprise, ben, il faut au moins 48 heures pour pouvoir repartir. Et je parle d'une société de 10 collaborateurs. Si vous en avez 400, ben, ce n'est pas forcément exponentiel, mais enfin, il faut des semaines. Donc, ces questions-là, on le sait, on a les réponses. Donc, il faut se mettre dans la situation, puis essayer de dire, bon, OK, on a fait des sauvegardes, où est-ce qu'elles se trouvent? Il faut aller les chercher, le temps de revenir, le temps de restaurer, le temps de réactiver. Ça, ce processus, il faut le jouer, comme on dit dans le jargon, et être sûr que ça fonctionne. C'est vrai que souvent, on dit ah, faites des sauvegardes, mais d'abord qui les fait, et puis surtout qui teste, qui tente de récupérer les données. Je pense qu'il y a un moyen relativement organique de se faire une idée au niveau du chef d'une PME, c'est de se dire, et si demain j'oubliais mon fameux laptop dont vous avez parlé tout à l'heure, Mme Perrin-Jacquet, si demain je l'oubliais dans mon train entre Berne et Neuchâtel, et que, manque de chance, je ne le récupère pas.
qu'est-ce que je dois faire très concrètement? Parce que ça revient un petit peu au même, hein, les données ont disparu, d'accord? En tout cas, les données sur ce poste de travail, on va dire. Qu'est-ce que je dois faire très concrètement maintenant pour que demain, je puisse continuer à travailler, que mes clients n'y voient rien, parce que mon objectif, c'est finalement de continuer à servir mes clients de telle manière que ça soit efficace, que mes employés ne soient pas impactés, qu'ils reçoivent leur salaire à la fin du mois, par exemple, que mes créanciers soient payés, que je puisse vérifier que mes débiteurs me payent. Allez, on va prendre des éléments essentiels qui vont gérer les liquidités de l'entreprise. Et puis, ça c'est une question que chacun à son échelle peut se poser, puis se dire, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si ce poste de travail disparaît tout simplement? Et il est vrai que la sauvegarde, alors la sauvegarde, elle peut se faire sur un disque dur externe qu'on déclenche, elle peut se faire sur un cloud qui est organisé, elle peut se faire par le biais d'un service, comme le mentionnait M. Diez, qui est fourni par une entreprise tierce, par exemple. Il y a différents moyens, mais ça dépend de la taille de l'entreprise, finalement. Je dirais que c'est une des premières mesures. Il faut bien comprendre que ces mesures qu'on met en place, c'est un tout petit peu comme des couches. Alors aujourd'hui, ce n'est pas très à la mode de parler d'oignon en informatique parce que l'oignon est souvent associé à d'autres réseaux qui sont plutôt criminels, mais on ajoute des couches l'une sur l'autre. Les infrastructures informatiques viennent l'une après l'autre pour finalement donner un meilleur filet de sécurité. Il faut bien comprendre que c'est un filet qui est adapté à la structure dans laquelle on se trouve et puis que c'est malheureusement pas une garantie. Et à ce sujet, je me permets quand même une toute petite pique. Vous avez vu fleurir les offres d'assurance, de cyberassurance en matière informatique. Il faut bien comprendre que même ces assurances-là ne font pas des miracles. Elles vont peut-être vous permettre d'engager les moyens financiers pour restaurer les données, typiquement ce que mentionnait tout à l'heure M. Diez, si tout d'un coup il y a une interruption d'activité. Ce n'est pas nécessairement elles qui vont vous permettre d'éviter d'être attaqué, d'avoir une interruption de vos activités professionnelles. Donc, les assurances viennent comme un outil de plus qu'on peut mettre comme une couche de plus, finalement, qui va pouvoir nous aider pour autant que ça soit adéquat pour l'entreprise. Mais il y a cet empilage de mesures que chacun, à son échelle, peut prendre. Et j'aimerais vraiment le rappeler. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse entreprise pour faire cela. Même la société unipersonnelle, qui a un smartphone et un laptop et puis peut-être un petit serveur quelque part, même le dirigeant de cette entreprise-là doit se poser cette question-là. Pas dans le sens où il va dire « je vais maintenant devoir faire appel à un informaticien ». Non, non, tout d'abord en commençant en se disant « et si demain ces infrastructures-là tombent en panne, qu'est-ce que je fais pour continuer mon business ?» Et ça, c'est le premier point pour se préparer, disons, de manière adéquate à réagir. Alors, vous qui êtes à la tête d'une PME, qu'est-ce que vous avez mis en place dans la vôtre? Alors, dans mon entreprise, j'ai décidé de ne pas faire confiance à un tiers pour tout ce qui est de la récupération et de la sauvegarde des données. Donc, j'ai en fait investi, allez, je ne peux pas vous dire exactement, mais quelques milliers de francs pour acheter des tout petits, on appelle ça des NAS, hein, des serveurs NAS, qui se trouvent dans des endroits délocalisés, parce que je ne voulais pas tout avoir au même endroit. Et en fait, on a un serveur qui fait de la sauvegarde de données sur tous les postes de travail, y compris celui que je suis en train d'utiliser maintenant. Donc, il récupère les données de mon ordinateur jour le jour. Et puis, j'ai un autre serveur qui se situe dans un autre endroit, qui, une fois par jour, va récupérer les données de ce serveur NAS et qui les sauvegarde à son tour. De manière à ce que, justement, si l'une de ces machines tombe en panne, je puisse quand même récupérer mes données. Que si mon ordinateur tombe en panne, je puisse aller rechercher les données. Et puis que si malheureusement il devait y avoir une attaque de type ransomware, je maximise les chances pour que ma sauvegarde de données ne soit pas impactée par cela. Mais je vous donne ici une recette, et ce n'est pas une recette magique, c'est celle que j'ai appliquée pour mon entreprise. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est l'outil qui devrait être utilisé par d'autres entreprises. Bien sûr qu'avant cela, on a fait en sorte que tous les postes de travail et des logiciels à jour. Et ça, c'est un élément hyper important. Et pourtant, que tous les postes de travail aient un système d'antivirus qui soit lui aussi mis à jour. Alors, il y a des systèmes gratuits qui sont très performants, il y a aussi des systèmes payants. Mais ce n'est pas une question de savoir si on veut le faire ou pas, il faut le faire. Tous les smartphones de l'entreprise sont aussi équipés d'un système antivirus qui est mis à jour régulièrement. Car oui, de nos jours, les attaques, toutes les attaques touchent aussi Android, elles touchent aussi iOS.
Donc, il faut faire attention à tous ces canaux-là. Et c'est des mesures qu'on peut mettre en place finalement à son échelle sans nécessairement faire appel à un prestataire. Maintenant, ça fonctionne pour une petite structure. Pour une grande structure, peut-être qu'il faut mettre en place d'autres moyens. Et à l'affaire Genève, quels sont les process? Alors, les process, c'est vrai qu'il faudrait plus de temps pour pouvoir expliquer la mise en place de ces mécanismes, mais à une plus grande échelle, on a des mécanismes qui permettent de faire les sauvegardes 2 fois par jour sur ce que l'on appelle des sauvegardes numériques, c'est-à-dire sauvegarder dans un disque, un gros disque. Ensuite, ces gros disques est sauvegardé sur ce qu'on appelle une bande, mais à l'époque, on utilisait les bandes pour sauvegarde. Aujourd'hui, on le fait moins, mais on le fait exprès parce que la bande, une fois qu'elle est effectuée, on la sort d'ici et on la met dans une banque. Et on les garde pendant 10 ans. Donc, dans tous les cas, on va pouvoir revenir en arrière. C'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau des sauvegardes, on a des sauvegardes coupées, froides, qui sont complètement coupées du réseau. Elles ne peuvent pas être touchées par un ransomware. Donc, s'il faut repartir des sauvegardes, on a encore la possibilité. Mais après, c'est le processus inverse qui nécessite un peu plus de temps. Mais je ne vois pas d'autre solution que de sauvegarder, parce qu'on revient toujours à ça. Sauvegarder, vérifier que la sauvegarde fonctionne, exister à travers ces sauvegardes est une très bonne chose, parce qu'on n'a pas d'autre solution. C'est la plus économique en tout cas. Oui, voilà. Il vaut mieux ça que de payer la rançon pour espérer récupérer les données. Ça sera toujours beaucoup moins cher. Payer la rançon, si vous êtes par exemple victime d'un ransomware, ça présente un certain nombre d'inconvénients. Il faut bien en être conscient. Et là, c'est peut-être aussi un message à faire passer aux entreprises qui pourraient se faire toucher. C'est que d'une part, si vous vous êtes fait attaquer par ransomware, il est possible que vos données aient été copiées. Vous en êtes peut-être plus complètement maître, d'accord? Et d'ailleurs, ça s'utilise de plus en plus comme moyen de pression, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne voulaient pas communiquer le fait qu'elles s'étaient fait attaquer. Eh bien maintenant, les cybercriminels font en sorte qu'on le sache pour vous. Et puis, comme ça, vous n'avez plus d'autres moyens que d'agir. Et puis, si possible, de payer. Seulement, le problème, c'est que quand vous payez, vous donnez 2 signaux aux cybercriminels. Le premier, eh bien, vous avez déjà payé pour récupérer vos données et vous leur laissez donc le champ libre potentiellement pour qu'ils exploitent encore une fois vos données, peut-être plus tard pour faire du chantage ou je ne sais quoi. Le deuxième signal, c'est que ça veut dire que cette entreprise paye, tout simplement. Alors, les petits copains cybercriminels, venez donc, on va se servir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment être très, très prudent avec ce genre de choses-là. Les cybercriminels l'ont très, très bien compris. Et maintenant, de plus en plus, ce genre d'attaques, lorsqu'elles se produisent, elles touchent non seulement l'entreprise, mais elles touchent aussi tout l'écosystème de l'entreprise parce qu'on fait en sorte que ça se sache, parce qu'on vous met la pression. Et ne croyez pas que les cybercriminels ont la moindre éthique. Vous avez vu des hôpitaux qui se sont fait attaquer ces derniers mois. C'est pas un problème, c'est pas personnel pour eux. Les attaques, simplement, c'est pour l'argent, point. Maintenant, est-ce qu'il y a des vies en danger là derrière? C'est pas vraiment leur souci. Donc, il faut surtout pas croire qu'il y a la moindre morale là derrière. C'est juste du business pour eux. Et il faut vraiment bien se protéger. Alors, avant de payer quoi que ce soit, il vaut mieux en amont prendre les précautions pour être capable de récupérer des données. Ça, c'est un élément vraiment, vraiment essentiel, je pense. Et puis, il y a un nombre d'actions que l'on peut mettre en place quand on a été touché et dont on n'a pas encore parlé. On l'a mentionné brièvement tout à l'heure. J'aimerais quand même les citer parce que je pense que c'est vraiment très, très important. Il faut comprendre que l'entrepreneur qui se fait toucher n'est pas complètement démuni. Tout d'abord, on peut éduquer son personnel à agir de la bonne manière. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mme Perrin-Jacquet, qu'est-ce que je fais si je me fais attaquer? Eh bien, vous avez 2 réponses possibles. La première, je vais boire un café et puis je reviens pour voir si ça s'est amélioré. Oui, la deuxième, moral, ouais. voilà, la deuxième, je mets mon ordinateur en mode avion, je déconnecte le câble réseau, éventuellement, je déclenche mon appareil. Quelles mesures vous prenez en tant qu'individu sans avoir besoin de connaissances informatiques? Si vous choisissez le café, vous n'avez pas pris la bonne option. D'accord? Pourquoi? Parce que ce genre d'attaques sont susceptibles de se répandre dans une structure informatique. Alors que ça soit votre réseau d'entreprise ou le réseau de votre domicile, ça ne change rien. Encore une fois, ce n'est pas personnel. On va attaquer toutes les machines qu'on peut attaquer. Donc, c'est la première action à prendre. Et puis ensuite, la deuxième action,
à entreprendre pour une entreprise, c'est de ne pas essayer de jouer les garagistes quand on est boulanger. Si vous avez un problème informatique, faites appel à de l'aide de manière à ce qu'on puisse vous aider à résoudre ce problème. Alors, il y a plusieurs plateformes qui existent. Figurez-vous que notre bonne confédération a mis en place une structure qui existe depuis un certain temps maintenant et qui devient, on va dire, de plus en plus intéressante aussi pour les entreprises qui se font toucher parce qu'elles peuvent annoncer des cas, mais surtout elles peuvent trouver un certain nombre de bons conseils. C'est le Centre national pour la cybersécurité, le NCSC, que vous trouverez sur Internet et vous verrez qu'il y a une plateforme non seulement de conseils à l'attention des entreprises, je précise bien des entreprises, mais aussi la possibilité d'annoncer des cyberincidents. En termes de ransomware, je pense qu'il est hyper important de mentionner le site qui s'appelle No More Ransom. Pas faire de publicité, mais enfin, ce n'est pas une activité, ce n'est pas une structure qui génère de l'argent. Parce qu'il faut savoir que nombre de ces fameux ransomware ont été déchiffrés. Les clés sont disponibles. Et on peut les trouver notamment sur ce site. Donc, il n'est pas impossible que vous soyez à un moment donné victime d'une attaque par ransomware qui pourrait être finalement annulée parce que les clés ont été communiquées. Et puis, comme je disais tout à l'heure, faites-vous aider par des professionnels parce que ce n'est pas parce que vous pensez avoir nettoyé votre ordinateur personnel qu'en le remettant sur le réseau, vous allez éviter une deuxième attaque ou en tout cas un retour de flamme parce que ce fameux virus se sera caché quelque part dans votre ordinateur ou sur un autre poste de travail. Ça, je pense que c'est vraiment des éléments très, très importants pour une entreprise. On ne peut pas se spécialiser dans tous les domaines. Une entreprise dont la vocation n'est pas la sécurité informatique, évidemment, il faut qu'à un moment donné, elle se fasse de l'aide, mais qu'elle réalise aussi qu'il y a des structures qui sont en place au niveau étatique, au niveau d'organisation non, à but non commercial, qui vous donnent des bonnes pistes d'action au premier niveau pour tenter de rétablir la situation. Monsieur Diaz, vous désirez réagir à tous ces éléments? Oui, bien sûr. En fait, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais je vais apporter quelques éléments. Ça permettra d'alimenter le débat, même si les entreprises, ensuite, il faudra qu'elles fassent des recherches. Mais en Suisse, il y a quelques années de ça, il y a longtemps déjà, on a vu apparaître des réseaux dans les banques qui étaient complètement décorrélés. C'est-à-dire, il y avait le réseau des banques qui était dédié à la gestion quotidienne, qui n'avait pas d'accès Internet, et puis un réseau parallèle, un deuxième réseau, qui ne contenait que des informations qu'on pouvait échanger. Mais entre les deux, séparation totale. Maintenant, revenons à la réalité quotidienne d'une PME. Et ça fait partie des choses que j'indique comme une solution possible à mettre en œuvre et dont les moyens financiers sont accessibles et puis il n'y a pas besoin de connaissances. Pourquoi pas imaginer que votre réseau d'entreprise n'est pas connecté à Internet ou n'est utilisé sur Internet que pour des sites qui ont été validés au préalable et que tout le reste, tout ce qui est réseaux sociaux, messagerie, web, recherche, peu importe, c'est fait à partir de ce que j'appellerais une tablette connectée en Wi-Fi. Si on fait ça, et je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, maintenant, mais je donne la piste, si pour tout ce qui est Internet, vous utilisez une tablette connectée sur un Wi-Fi, il n'y a aucune possibilité que la tablette soit infectée par un ransomware, et même si elle était infectée, il suffit de la réinstaller et puis c'est parti. Alors que votre réseau, le réseau de l'entreprise qui contient vos informations, reste derrière, protégé de tout ça. Donc, ça paraît simple, mais il faut y penser. Ça ne s'applique pas à toutes les sociétés non plus, mais pour des PME, petites ou moyennes, c'est encore un moyen d'éviter le problème majeur. Maintenant, il n'y a pas que cette solution, mais il fallait quand même la signaler. Ça a du sens et c'est typiquement dans une petite structure. Vous me faites penser, Monsieur Diaz, au fameux e-banking. Dans une petite structure, si vous faites vos paiements par e-banking, une bonne mesure de précaution, c'est aussi, par exemple, d'avoir une machine qui ne sait faire que du e-banking. Voilà. Qui ne va pas surfer, qui ne va pas recevoir des mails. Pourquoi? Parce que le meilleur vecteur d'infection pour ces fameuses attaques par ingénierie sociale, c'est le mail, c'est les pages web qu'on peut consulter, etc., etc. Donc,
c'est vraiment un excellent moyen de se protéger. On réduit tout simplement la portance face à ce genre d'attaque en utilisant ce genre d'outils. Et un ordinateur, même un tout petit, est suffisant. Ce n'est pas nécessairement un gros investissement. Pour des entreprises qui, par exemple, reçoivent beaucoup de correspondance par voie électronique, par email, il y a aussi des moyens de se protéger, par exemple en ayant un poste dédié, voire ce qu'on appelle une machine virtuelle. Alors, je ne vais pas entrer dans les termes techniques, mais c'est relativement simple à mettre en place afin d'avoir une espèce on va dire, de bac à sable dans lequel on va pouvoir recevoir les emails et les traiter avant de les transmettre plus loin. Et puis, pour le cas échéant, en cas d'attaque, éviter que les dégâts ne sortent du fameux bac qu'on aura mis en place. Mais ça aussi, ça dépendra un petit peu du type d'activité de l'entreprise et de sa dimension. Et je crois que chaque entrepreneur doit aussi se poser la question et se demander finalement par où est-ce qu'une telle attaque pourrait intervenir, quels pourraient être les vecteurs dans mon entreprise, et ensuite réfléchir par rapport à sa réalité, à quelles mesures mettre en place, voire se faire conseiller pour déterminer les bonnes mesures à mettre en place. Mais éviter de mettre en place des usines à gaz avec des systèmes hyper complexes, parce que ces systèmes, il faut les gérer. Ils sont adéquats lorsqu'on a une structure qui doit être gérée, qui est relativement importante, qu'on ne peut, on va dire à vue humaine, plus gérer. Mais pour une PME, il faut rester les pieds sur terre, se rappeler que finalement, ce qui fait notre survie, c'est les liquidités qui rentrent et puis les factures qu'on peut envoyer. Et puis, s'intéresser on va dire, aux fondamentaux de l'entreprise, mettre en place des mesures réalistes à ce niveau-là. Je vois M. Bazin qui nous rejoint. J'imagine qu'il arrive au terme de la partie. Le maître du temps. Les conversations, messieurs, j'aimerais en tous les cas vous remercier tous les deux pour votre présence. Je trouve que vous nous proposez déjà énormément de solutions et j'espère que celles et ceux qui nous écouteront au mois de juin prendront note de toutes les propositions que vous faites parce que sincèrement, il y en a beaucoup et ça devrait éviter passablement d'attaques dans les mois à venir à vous entendre. Monsieur Bazin, je vous redonne la parole. Merci. Et alors, merci à tous les trois pour votre participation. C'est vrai qu'on a appris pas mal de choses. Moi, en tant que chef de petite entreprise, je viens de me mettre à protéger mes devices mobiles que j'avais complètement délaissés. Et finalement, je pense que je suis content de l'avoir fait. Bon, je ne dis plus rien. Nous allons prendre à peu près 10 minutes, 10-15 minutes pour répondre aux questions qui ont été posées pendant la session. Et bien, on vous retrouve de suite sur la plateforme du LEC pour répondre à vos questions. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Nous voici en live. Merci. Superbe. Voilà. Quel timing, la précision suisse parmi nous. À la seconde. Bonjour à vous deux, messieurs Diès et Jacquier. Alors, Madame Perrin-Jacquet, comme vous le savez, a un emploi du temps de ministre et donc elle ne sera pas parmi nous pour le live. Modestement, je vais prendre le relais, mais c'est surtout nos deux témoins qui vont répondre aux questions. Il y en a eu pas mal. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout. On a 10 minutes, je pense que c'est jouable. Et peut-être que Monsieur Diaz, vous attaquez par la première à laquelle vous voulez répondre. Pas la peine de les publier, vous pouvez juste les dire oralement. Et puis Monsieur Jacquier, après on fera une sorte de ping-pong si ça vous convient. Très bien. Je les prends dans l'ordre. Allez, prenons-les dans l'ordre. Ok. Première posée à 14h05. Je prends. Ouais, c'est ça. Et c'est parti. On est en ligne. Oui, on est en ligne, on peut y aller. Alors, ok. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Écoutez, je vais essayer de reprendre. On va essayer de reprendre avec M. Jacquier les questions dans l'ordre. Je vais prendre celle de M. David Cotier, Angélie, à 14h05, qui pose la question: est-ce qu'un indépendant peut imaginer être moins susceptible d'être une cible visée? Deviendrait-il juste un maillon d'une chaîne de malware? La réponse est oui. Si une machine est scannée en permanence, cela protège? Oui et non, malheureusement. Oui,
Il faut par contre que le système que vous mettez en place permette de détecter le malware. Il faut que le malware soit connu pour qu'il puisse être détecté. Et ça, c'est le problème majeur que nous avons aujourd'hui. Vous aurez beau mettre des mécanismes pour protéger, mais si le mécanisme ne voit pas passer la menace, et malheureusement, vous serez impacté. Donc, et je reviendrai si on a le temps, et puis on pourra peut-être en parler autrement, mais je reviendrai sur cette notion de séparer les réseaux, et qui me semble de toute évidence, pour parer à tous ces problèmes, la seule solution. Monsieur Jacquier, un avis? Oui, tout à fait. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai vu qu'il y avait quelques problèmes. On vous entend bien, même super bien. D'accord, alors ça va bien. C'est tout à fait juste. Maintenant, c'est vrai que si on peut donner un conseil, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les machines que vous utilisez soient équipées de logiciels qui permettent de détecter justement les malwares, donc dans un système antivirus. Il est vrai qu'un antivirus ne vous protège que contre ce qu'il connaît, pas contre ce qu'il ne connaît pas. Donc, il y a toujours un risque résiduel. Mais vous allez quand même attraper déjà un nombre important de virus potentiels, donc c'est une très bonne mesure. L'autre mesure que M. Diaz a mentionné tout à l'heure, c'est évidemment de séparer les bidons, mais je vais peut-être pas, je sais pas si M. Diaz voulait développer cette partie-là après, de faire en sorte finalement que la machine que vous utilisez soit moins susceptible d'être attaquée par ce type de logiciel malveillant. Ok, parfait. Alors, et après, il y a une deuxième On avance question. sur les questions, on reviendra si on a le temps sur cette séparation. Ok, Oui, super. Je vous laisse alors, enchaîner là. Bruno Chanel à 1405. Les chefs d'entreprise, surtout en PME, ne sont vraiment pas conscients du danger. Le plus gros problème est de former la direction de l'entreprise pour qu'ils puissent comprendre les risques. Alors, je pense que même avec M. Jacquier, nous sommes absolument d'accord sur ça. Il ne suffit pas maintenant plus aujourd'hui de dire on va protéger le département des systèmes d'information, on met en place des mécanismes pour protéger les postes, sensibiliser les collaborateurs, mais il faut sensibiliser les dirigeants. Et c'est en ayant sensibilisé les dirigeants, ils prennent la mesure de la situation et ils peuvent accompagner le département des systèmes d'information dans la sensibilisation de tout le monde, y compris les dirigeants. Oui, la réponse est oui. Monsieur Jacquier? Oui, tout à fait. Alors, on en avait parlé pendant l'exposé aussi avec la nécessité d'impliquer la haute direction de l'entreprise, donc le conseil d'administration au premier chef quand c'est des personnes morales, pour justement faire passer cette priorité. Dans les raisons individuelles, il est vrai que, alors c'est facile à dire, il faut impliquer les dirigeants et ils devraient se sentir plus concernés. D'un autre côté, quand on dirige une PME, on a envie de survivre et puis on se concentre sur les activités qui vont nous permettre de survivre. Et on a parfois de la peine à comprendre que ce genre de problème pourrait mettre en péril l'existence de l'entreprise. Or, ça, c'est une réalité. Il y a des entreprises qui disparaissent parce qu'elles ont été victimes de telles attaques, parce que les caisses sont vidées, parce que les banques, elles sont bien gentilles, mais vous savez bien qu'elles vous prêtent un franc quand vous avancez un franc. Et quand vous n'avez plus d'argent dans les liquidités, plus de liquidité pour payer les salaires, elles vont pas nécessairement vous avancer l'argent pour pouvoir acheter vos obligations. Donc il faut bien, je pense, Monsieur Jacquier, on a perdu votre image. On a perdu votre image. Je ne sais pas si vous arrivez à faire un petit refresh et nous rejoindre. Et on dirait qu'il y a un problème de réseau. Ouais, non, il faudrait faire refresh. Mais on vous entend en tout cas. On ne vous voit plus, mais on vous entend. Bon. Ok. Je termine juste sur ce que je disais, donc le fait qu'il faut un petit peu se faire peur, dans le sens où il faut comprendre que ça peut mettre en danger l'existence même de l'entreprise. Ça, c'est un élément important, peut-être pour comprendre aussi qu'il faut agir, il faut faire quelque chose. D'accord. Et encore une question de Bruno Chanel à 1409. Les PME n'ont pas encore compris que le canton de Genève a mis à disposition une formation en ligne sur la sensibilisation à la cybersécurité. Alors, bien évidemment, la réponse est oui. Il y a des sensibilisations gratuites. Nous-mêmes, nous mettons à disposition des sensibilisations en sens. Il y a des formations et des événements qui sont gratuits, faits par le canton de Genève, par l'affaire Genève, par des sociétés individuelles. Donc, tapez sur notre moteur de recherche favori, faites une recherche, vous trouverez de toute façon des webinaires, des sensibilisations et des formations en ligne. Oui, la réponse oui. Et Monsieur Jacquier, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, les initiatives fleurissent, que ce soit au niveau fédéral ou que ce soit au niveau cantonal, et il faut en profiter. Il faut en profiter. C'est vraiment une nécessité nationale de développer la résilience des entreprises, de tous les agents économiques. Donc, les outils commencent à apparaître, commencent à se développer, à être présents et à être proposés au public, et il faut les utiliser. Parfait. On a perdu votre image, mais on vous entend bien, et puis on espère vous faire réapparaître avant la fin. Monsieur Diès, peut-être au niveau du fait de s'assurer que la sauvegarde n'est pas corrompue et activée plus tard, c'est la question de 14h12 peut-être. Oui, bien sûr. Et on le fait systématiquement. Maintenant, c'est la périodicité dont on peut en parler, mais une sauvegarde valide, c'est une sauvegarde qui a été faite, par exemple, aujourd'hui et validée demain. C'est-à-dire que si ce soir, au moment de la sauvegarde, il n'y a jamais eu de menace détectée, qu'il n'y a pas de problème, et que demain, la société fonctionne normalement, vous pouvez déjà valider la sauvegarde effectuée la veille. Cette sauvegarde effectuée, validée, vous pouvez la restaurer dans un environnement séparé, oui, effectivement, sur une machine séparée, et vous pouvez à ce moment-là avoir la confirmation, label, comme quoi la sauvegarde est propre, et puis vous pouvez la restaurer à tout moment si nécessaire, et à ce moment-là, vous la stockez. Et vous la stockez, ça peut être fait une fois par semaine, ça peut être fait une fois par mois, mais les sortir de l'environnement professionnel, les mettre à part. D'accord. Monsieur Jacquier, sur cette question de backup. Vous êtes là? Je n'en rajouterai pas, je ne sais pas si vous me voyez, mais je vous entends. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, l'essentiel, c'est surtout de savoir comment faire. Donc, entraînez-vous et faites la restauration de données parce que c'est aussi la question de savoir faire au moment où le problème se produit. Et le seul de savoir faire, c'est de tester une fois, de tester peut-être régulièrement pour avoir un petit peu cette pratique parce que le jour où ça arrive, là, il va falloir agir. Voilà. Si vous n'avez pas un informaticien à la maison qui peut le faire pour vous, c'est à vous de vous y coller et puis de faire en sorte que… Ouais. Je pense que la devise « mieux vaut prévenir que de guérir », de toute façon, je crois qu'en sécurité, elle est là. On a fait le tour des questions. Pour le mot de la fin, je vais me permettre de faire un petit parallèle avec ce que m'avait dit un jour un avocat. Il m'a dit, tu sais, dans les contrats, on ne les lit pas tous, les contrats. Il y a plein de petites lignes, tout ça. Et tant que tout va bien, eh ben, c'est pas important. Mais le jour où il y a un problème, là, on se met à lire le contrat réellement. Et c'est là qu'on voit les failles. Et ben, pour la cybersécurité, à mon avis, c'est ça. Tant que tout va bien, tout va bien. Et puis, le jour où on a un problème, c'est là qu'on se rend compte de nos faiblesses et du fait qu'on aurait pu petit à petit anticiper les choses. Enfin, c'est mon avis de chef d'entreprise. J'abonde dans votre sens. D'ailleurs, c'est de plus une attitude qu'on retrouve dans nombre d'entreprises et de vie informatique, c'est que ils considèrent qu'ils se sont probablement fait attaquer et ils cherchent à trouver d'où vient le problème. Respectivement, ils cherchent à identifier un problème potentiel. Parce qu'on n'est pas dans la même configuration, comme pour revenir sur votre image du contrat. Quand on lit un contrat de bail, on se dit « Ah, bah tiens, je me réjouis d'entrer dans les lieux ». Ou bien si on lit ce contrat de bail en se disant « Non, j'aimerais bien me départir du contrat et je ne sais pas quoi faire ». Et donc, c'est une attitude qui se développe de plus en plus en sécurité informatique, c'est de dire on part de l'idée qu'on s'est fait attaquer. Et maintenant, on cherche. Très bien. Alors, il nous reste une petite minute. Monsieur Diès, un dernier mot avant qu'on puisse quitter la session. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Merci de me redonner la parole. Et je donnerai à toutes les personnes qui le souhaitent rendez-vous sur le site de l'Affaire Genève. Nous ne vendons rien, donc je ne fais pas du marketing. Nous mettons plutôt, par contre, à disposition des informations qui peuvent être utiles, y compris dans le domaine de la cybersécurité. Faites des recherches sur Internet et vous revenez-nous. Si vous avez besoin de renseignements parallèles, vous pouvez nous contacter avec grand plaisir. Merci. Merci à vous, Monsieur Jacquier. On ne vous voit plus, mais je suis sûr que vous allez conclure ça en beauté. Il nous reste 30 secondes, si vous m'entendez. Merci. Eh bien, pour le mot de la fin, pensez donc à vous informer, à vous former. Protégez-vous. Ne pensez pas que vous êtes des victimes. Pensez que vous pouvez être des acteurs pour protéger votre propre entreprise de manière adéquate. Les moyens existent.
à votre échelle. Super. En plus, vous réapparaissez à l'écran, fantastique. Merci. C'est les 5 dernières secondes. Messieurs, un petit clin d'œil ce soir, c'est Hop Suisse, parce que je pense qu'il y en a qui seront derrière la télé. Au revoir.